Nouvelle session de l'information sur Speedline TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans les titres de l'actualité, au menu des décisions du Conseil des ministres de ce mercredi, le gouvernement a décidé de mettre en place l'Agence de développement de l'élevage des ruminants. L'exécutif a aussi validé la reconstruction complète du stade René Pleven d'Akpakpa à Cotonou. À suivre l'intégralité des décisions dans ce journal. Ce jeudi, Joseph Arissou a franchi une étape majeure dans sa carrière scientifique. Il est désormais docteur en sciences de l'ingénieur, un titre obtenu à l'université d'Abomey-Calavi. Sa thèse a été saluée par une mention très honorable avec les félicitations du jury. En interactualité, au moins 3 personnes ont trouvé la mort lors d'un crash d'un hélicoptère militaire exploité par l'Union africaine ce mercredi en Somalie. Merci de nous recevoir chez vous avec cette livraison de l'actualité. Le gouvernement veut insuffler une nouvelle dynamique dans le sous-secteur de l'élevage des ruminants. C'est donc le cadre de cette ambition que la création de l'Agence de développement de l'élevage des ruminants a été approuvée en Conseil des ministres de ce mercredi. Et puis le mythique stade René Pleven de Cotonou connaîtra bientôt une seconde vie. L'exécutif a décidé de lancer officiellement les travaux de reconstruction de cette infrastructure emblématique, suivant le reste des décisions avec le porte-parole du gouvernement. Au terme de la séance du Conseil des ministres, tenue ce mercredi 2 juillet 2025 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, les décisions dont voici la teneur ont été arrêtées. Au chapitre des mesures normatives, en point 1, création de l'Agence de développement de l'élevage des ruminants et approbation de ses statuts. Les récentes études ont montré que le taux de couverture des besoins en viande par la production nationale est estimé à 49,3%. Ce taux, bien qu'en croissance constante ces dernières années, ne suffit pas à satisfaire la demande en protéines animales. Le déficit constaté résulte de plusieurs causes, dont la persistance de pratiques traditionnelles d'élevage. Le gouvernement a fait de la filière viande une priorité, avec pour ambition d'assurer la couverture sur le plan national. Transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi sur l'environnement en République du Bénin. Le présent projet découle de l'évaluation de la loi cadre sur l'environnement. Elle en a révélé les limites, s'agissant notamment de son contenu jugé restrictif et l'encadrement des pollutions. Adoption des tests d'application de la loi portant code du numérique en République du Bénin. Il s'agit de 8 tests, dont les prescriptions complètent le cadre réglementaire du dit code et renforcent le développement des initiatives par les acteurs du secteur. Ce sont les décrets fixant les conditions d'exercice de l'activité de prestataire de services d'archivage électronique, les spécifications techniques, normes et procédures minimales relatives au niveau de garantie des schémas d'identification électronique et leur cadre d'interopérabilité. Travaux de reconstruction du stade René Pleven. Au nombre des projets d'infrastructures sportives modernes, adaptés pour la pratique du sport, tant au niveau amateur que professionnel, en particulier chez les jeunes, figure celui de la reconstruction du stade René Pleven de Cotonou. Sont pris en compte dans ce cadre des aménagements prévus, le terrain principal de football à refaire en gazon synthétique de 45 mm de qualité FIFA Quality Pro, le terrain d'entraînement en terre, les terrains de handball, basketball, volleyball et tennis, tous avec un revêtement du sol sportif en polyuréthane. Mesure d'interdiction aux services techniques publics d'offrir des prestations phytosanitaires à titre onéreux. En application des tests réglementaires, les prestations phytosanitaires à titre onéreux par une entreprise ou un organisme prestataire de services ne peuvent être effectuées que par des titulaires d'un agrément professionnel délivré par le ministre chargé de l'Agriculture. Dans la pratique, il apparaît que certains services techniques de l'État, à travers nombre de leurs agents,
exécute les dites prestations au mépris de ces tests en lieu et place des opérateurs agréés. Ces agents saisissent l'occasion des activités de contrôle, d'inspection et de certification phytosanitaire des végétaux, produits végétaux et articles réglementés à l'importation et à l'exportation relevant du domaine régalien de l'État et du ressort des services pour parvenir à leurs fins. Il n'est donc pas concevable que ces déviances se poursuivent. Aussi, le Conseil, face à ces dérapages, tient-il à rappeler que ces pratiques sont formellement prohibées. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche est instruit de veiller au respect strict de cette interdiction et de prendre les sanctions adéquates à l'encontre de tout contrevenant. Je vous l'annonçais dans les titres, Joseph Arissou est officiellement hissé ce jeudi au grade de docteur de l'école doctorale des sciences de l'ingénieur de l'université d'Abomey-Calavi. Il a défendu une thèse AC sur le thème « Base de données pour l'élaboration d'une cartographie des sols granulaires pour couches de chaussée au Bénin », une soutenance qui est sanctionnée par la mention très honorable avec félicitations des membres du jury. Suivons quelques propos au thème de la soutenance dans cet extrait. Dans notre pays, depuis 1960, les laboratoires produisent des données, mais ces données sont éparses. Et donc, nous avons pris ces données, nous avons conçu une base, nous avons montré comment on peut concevoir une base de données pour utiliser ces données en vue de préparer des données de référence pour les praticiens. Et nous avons montré des applications, la carte géotechnique qui permet désormais aux praticiens, en jetant un coup d'œil, savoir là où il y a les carrières de bons matériaux pour les roches. Donc c'est un travail qui va aider à l'inventaire des matériaux dans la ville. Il n'est pas un secret pour quelqu'un que aujourd'hui, avec le développement des zones urbaines, les extensions agricoles, la préservation des terrains pour l'environnement, et que ces matériaux nobles dont nous avons besoin pour construire les routes deviennent rares. Et pour ça, il faut trouver des solutions, et cette solution, nous l'avons proposée. Référencer les zones des matériaux, connaître les caractéristiques, et puis pour la postérité, pouvoir les faire utiliser par les... Donc, ça résout le problème des longs délais pour les études de faisabilité. Ça réduit les problèmes de décarbonisation de l'industrie routière, et ça réduit le problème de l'aménagement du territoire bénin. Il a très bien excellé, donc il s'est donné, il a fait tout ce qu'il fallait faire pour que nous puissions tenir à temps, parce que la soutenance a eu lieu dans le temps, dans les délais requis. Le résultat, c'est une base de données qui a été mise au point et qui permet d'amoindrir donc le coût des études géotechniques routières. Donc ainsi, tous les acteurs du secteur des BTP peuvent contribuer, exploiter la base de données afin de pouvoir rapidement faire des avancées dans les recherches de matériaux à utiliser en voulant construire les routes au Bénin. Vous savez, quand il s'agit d'un membre de la famille, d'un père qui soutient son doctorat, nos impressions ne seront que agréables, et nous voyons le défi qui nous attend, et nous voyons le travail qui a été fait durant tout le parcours, et ça nous inspire davantage, nous qui sommes encore les plus jeunes, à nous mettre au travail et à suivre les pas. Parce qu'on dit il faut faire, il faut dépasser ces géniteurs, et je crois que le défi est là, et nous allons faire de notre possible pour relever ces défis-là. Et nous sommes tellement contents et fiers de lui, et toute la famille Arissou, la communauté Ouémé est fière du travail abattu. Joseph Arissou est de ma promotion au niveau du ministère des infrastructures et des transports, aujourd'hui ministère du cadre de vie. Et nous sommes un certain nombre à décider de nous engager dans la recherche pour finalement rentrer dans l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, c'est son jour. Il vient de soutenir brillamment sa thèse. Il rentre dans le corps, le cercle élitique des docteurs. Je lui souhaite une excellente carrière universitaire
il ne va pas en arrêter là. Je crois que c'est un futur professeur titulaire que vous êtes en train de voir là. Dans un tout autre registre à présent, quand une histoire d'amour se termine, ce qui demeure n'est pas toujours visible. Des souvenirs, des gestes appris, des habitudes partagées et parfois une question silencieuse, peut-on ou doit-on rester en contact avec celle ou celui que l'on a aimé? Est-ce une manière de préserver ce qui fut beau ou un refus d'accepter la fin? Suivons ici quelques citoyens qui livrent leur point de vue. Garder contact avec son ex n'a rien de mauvais parce que en vrai, à la base, vous étiez des amis. Et donc du coup, juste à cause de quelques différends de relations, bah, vous n'êtes plus ensemble. Mais c'est pas que la vie s'arrête comme ça. Tu en auras besoin d'elle pour d'autres choses. Parce que on dit que dans la vie, on construit des relations aussi pour graver des échelons, genre pour avancer. Donc, je me suis dit que bon voilà, il n'y a aucun problème à garder contact avec son ex. Moi par exemple, mon ex, je suis toujours ami avec elle. On s'écrit très bien, je demande après elle et bon, tout passe. On est juste des amis en fait. Bon, pour moi, ce n'est pas vraiment une bonne idée de garder contact avec son ex. En réalité, parce que le passé, c'est le passé et ce n'est pas vraiment autorisé. Ça dépend de la manière dont les trucs se sont terminés entre la personne en question et vous. Sinon, personnellement, moi, par exemple, mon ex, je n'ai pas gardé, j'ai gardé le contact avec lui juste parce qu'on s'est compris et on s'était dit que bon, ce n'était plus vraiment compatible entre nous deux. Donc, on a dû arrêter. Mais il y a certaines personnes, ce n'est pas normal de continuer à garder contact avec son ex. Parce qu'on crève le feu de l'amour peut se réveiller et les mêmes erreurs peuvent se reproduire. C'est vrai qu'il y a, après une rupture, on se dit voilà, on n'a plus rien à faire avec ci et ça. Mais il faudrait qu'on fasse une différence entre l'amour et les relations. Les relations, on ne s'en débarrasse pas comme ça. Les relations font partie de la richesse d'un homme. C'est vrai qu'on a rompu et qu'on n'est plus ensemble, mais je peux avoir besoin de la personne pour d'autres services, pour les services qu'elle offre, pour le travail que cette personne fait. Donc, je ne peux pas décider de dire voilà, c'est mon ex, je ne veux plus rien à faire avec elle, voilà, je la bloque, je ne veux pas, elle m'appelle, je ne décroche pas, non. En fait, il y a des ex, par exemple, qui sont possessives, c'est-à-dire possessives, je vais dire, qui n'aiment pas lâcher prise. Donc, lorsque vous êtes toujours en contact avec cette dernière, cela pourra vous créer peut-être des problèmes dans votre couple ou bien dans votre nouvelle relation. Donc, pour ne pas arriver à ces fins-là, ou pour ne pas assister à des cas d'infidélité, si je peux m'exprimer ainsi, il est préférable pour moi, selon moi, de ne pas garder de relation, mais de contact direct avec son ex. Il peut arriver qu'un jour vous rencontrez dans un milieu professionnel, vous êtes obligé de cohabiter, de travailler ensemble. Mais là, il faut aussi mettre des garde-fous pour ne pas retomber dans les choses qui sont passées. Donc, pour ma part, ce n'est pas une bonne idée. Justement, si vous faites la part des choses, vous ne devriez pas normalement continuer d'avoir des contacts hors relation professionnelle avec votre ex. Si vous avez des relations, certes, vous pouvez communiquer. Elle peut vous appeler pour un service. Je dis juste pour un service, hein, pour un truc, pour demander quelque chose. Mais elle ne peut pas vous appeler par contre parce qu'elle ne se sent pas bien, parce que ou bien. En tout cas, tout ce qui va avec, toutes les autres choses qui vont avec, ça s'arrête là. Mais elle peut vous appeler parce que voilà, il y a un souci, elle a un souci dans votre domaine. Par exemple, je suis développeur web, full stack. Elle peut m'appeler parce qu'elle a besoin d'une application. Je vais dire c'est mon ex, je ne vais pas intervenir. Non, moi j'ai besoin d'un marché, donc je prends le marché. Le reste, ce qui concerne relations amoureuses, tout ce qui concerne, ça ne me concerne plus. Il n'y a pas d'amitié entre un ex. Il n'y a pas d'amitié. On peut demander de ses nouvelles, mais pas d'amitié. Le fait d'écrire avec la personne à chaque fois, c'est en quelque sorte, vous ne l'avez pas oublié, vous êtes toujours là à vouloir essayer d'arranger les choses. Mais si c'est vraiment un ex, je ne conseille pas qu'il y ait vraiment un échange assez profond.
Jusqu'à parfois, on va jusqu'à dire, on s'écrit tous les jours. Non, je ne crois pas que ça soit une bonne idée. Le mieux à faire, c'est on y écrit. Peut-être dans un mois, une seule fois. C'est suffisant pour garder contact avec un S. Mais c'est conseillé de ne pas vraiment prendre contact avec un S. Je leur conseillerais de rebrousser chemin parce que le chemin qu'ils ont emprunté pourrait, à la longue, leur faire du mal. Si tant est qu'ils aiment la relation dans laquelle ils sont actuellement avec leur conjoint ou leur conjointe, il serait plus préférable de rompre avec l'Est en question. C'est plus simple en fait, il n'y a pas de poids de mesure. Ouvrons maintenant notre page internationale au Gabon. Présenté en début de semaine à la télévision nationale, le projet de nouvelle constitution guinéenne fait apparaître quelques nouveautés comme l'allongement du mandat présidentiel renouvelable une fois de 5 à 7 ans, ainsi que la création d'un Sénat et d'une Cour spéciale de justice de la République chargée de juger le chef de l'État et les ministres pour des faits de haute trahison. Le reportage. En Guinée, un projet de nouvelle constitution a été présenté avant le référendum du 21 septembre prochain. Parmi les principaux changements, le mandat présidentiel passerait de 5 à 7 ans, renouvelable une fois. Le texte prévoit aussi la création d'un Sénat et d'une Cour spéciale afin de juger le président et les ministres en cas de haute trahison. Cette Cour spéciale semble toutefois contradictoire, avec un article garantissant l'immunité aux anciens présidents pour les actes accomplis dans l'exercice, alors qu'une procédure est en cours contre l'ancien président Alpha Condé. Le projet offre aussi la possibilité aux candidats indépendants de se présenter à l'élection présidentielle, une avancée. Présenté au général Mamadi Doumbouya, le président de la transition depuis le putsch de 2021, le texte ne précise pas s'il pourra se porter candidat lors des futures élections. Le projet élève également les langues africaines au rang de langue officielle et impose un quota d'au moins 30% de femmes dans les fonctions électives et postes de direction publique. L'Afrique du Sud a récemment signalé la détection de la souche hautement pathogène de la grippe aviaire dans 2 exploitations agricoles. L'information a été confirmée ce mercredi par l'Organisation mondiale de la santé animale. Ces nouveaux cas surviennent alors que le secteur avicole sud-africain tente péniblement de se relever d'une épidémie dévastatrice survenue en 2023 qui avait conduit à l'abattage d'environ un tiers du cheptel national de volailles. Suivons. En Afrique du Sud, l'Organisation mondiale de la santé animale confirme la réapparition de la souche hautement pathogène H5N1 de la grippe aviaire. Ces premiers cas recensés depuis septembre dernier interviennent alors que le pays peine encore à se relever de l'épidémie de 2023 qui avait décimé un tiers de son cheptel avicole. Malgré les efforts déployés, le programme national de vaccination continue de susciter critiques et inquiétudes. À l'échelle mondiale, la grippe aviaire poursuit sa progression inquiétante. Aux États-Unis, elle a provoqué d'importantes pertes dans l'industrie avicole, affectant à la fois la production et les chaînes d'approvisionnement. Le Brésil, premier exportateur mondial de volailles, a quant à lui détecté cette année son tout premier cas dans une exploitation commerciale, suscitant des craintes quant à l'impact sur le commerce international et la sécurité sanitaire. En Afrique du Sud, ce nouvel épisode a déjà coûté la vie à 1150 volailles. Parmi ces pertes figurent 300 oiseaux morts dans une ferme à Tsweng, dans la province du Nord-Ouest, et 850 autres dans une exploitation à Mkondo, dans la province du Mpumalanga. Un hélicoptère de la Maison de soutien et de stabilisation de l'Union africaine en Somalie s'est écrasé ce mercredi à l'aéroport de Mogadiscio avec 8 personnes à son bord. Cet incident intervient alors que la mission déployée pour lutter contre les djihadistes Chebab fait face à un manque de troupes et de financement dans un contexte sécuritaire de plus en plus tendu en Somalie. Suivons. Un hélicoptère de l'Union africaine s'est écrasé mercredi en Somalie, faisant au moins 3 morts à l'aéroport de Mogadiscio. L'appareil qui transportait 8 personnes avait décollé de l'aérodrome de Bali Dugol, dans la région de Lower Shabelle, selon le chef du bureau de l'immigration de l'aéroport de la capitale.
Le directeur général de l'autorité de l'aviation civile somalienne a déclaré aux médias que des enquêtes étaient en cours afin de déterminer l'étendue des pertes et des dommages. Un officier de l'aviation qui a été parmi les premiers à atteindre le site de l'accident a déclaré qu'il avait vu l'hélicoptère tournoyer avant de chuter très rapidement. Des retards mineurs ont été signalés à l'aéroport, mais les vols et d'autres opérations ont repris depuis. L'hélicoptère appartenait à l'origine à l'armée de l'air ougandaise, mais il était exploité par la mission de maintien de la paix de l'Union africaine. Cette mission, connue sous le nom d'AOSOM, appuie les autorités somaliennes à lutter contre les rebelles extrémistes d'Al-Shabaab, hostiles à la présence de troupes étrangères dans ce pays de la Corne de l'Afrique. La mission comprend des troupes de l'Ouganda et du Kenya. Le président américain Donald Trump accueillera du 9 au 11 juillet 2025 5 chefs d'État africains à Washington pour un sommet inédit axé sur les questions économiques et sécuritaires. Ce sommet vise avant tout à promouvoir des partenariats économiques gagnant-gagnant en insistant sur les investissements privés, les minéraux critiques et la coopération sécuritaire. C'est après moi. Le président américain Donald Trump accueillera la semaine prochaine à Washington 5 chefs d'État africains pour un sommet centré sur le commerce et la sécurité. Du 9 au 11 juillet sont attendus à la Maison-Blanche les dirigeants du Gabon, de la Guinée-Bissau, du Libéria, de la Mauritanie et du Sénégal. Ce sommet s'inscrit dans la stratégie America First. Donald Trump veut repositionner la relation américano-africaine, moins d'aide humanitaire et plus de deals. Les États-Unis ciblent particulièrement les minerais stratégiques, notamment le lithium, le cobalt et les terres rares, un secteur clé pour l'industrie américaine de la transition énergétique. Le secrétaire d'État Marco Rubio l'a confirmé, l'aide au développement sera conditionnée à des résultats économiques. Les ambassadeurs américains seront désormais évalués sur les accords commerciaux conclus. Ce sommet intervient aussi après un cessez-le-feu négocié à la Maison-Blanche entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. La diplomatie américaine semble vouloir capitaliser sur cette dynamique. C'est la fin de ce rendez-vous de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook et YouTube.